Bonjour à toutes et à tous peut-être. Et bonjour à Alice, bien Bonjour, sûr. bonjour, bonjour. Ça fait Donc, plaisir d'être là. ben oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment très content de t'avoir dans le festival. Tu vas nous parler de créativité, de flow créatif. Alors, tu es art thérapeute, tu vas nous représenter un peu ton activité. Tu es art thérapeute depuis un bon bout de temps, j'ai l'impression, avec beaucoup d'expérience. Donc, tu vas nous présenter tout ça. Ben, je vais te laisser la parole, hein, tout simplement. Alors, bonjour à tous, à toutes qui sont en direct. Je suis vraiment contente de voir tout ce beau monde. Moi, présentement, je suis à l'île de la Réunion et je sais qu'il y a des personnes qui sont branchées de plein de nationalités puis plein de pays. Donc, c'est chouette de sentir toute cette communauté internationale qui se réunit autour de l'éducation. Et donc, c'est ça, comme Emeline disait, mon nom, je m'appelle Alice Albertini, je suis habituellement basée à Montréal, mais en ce moment, je vous parle de l'île de la Réunion, donc hémisphère sud, près de l'océan Indien. Le propos aujourd'hui, ça va être de parler du flow et pour une créativité authentique. Et je vais parler un petit peu d'éducation des enfants, de la créativité des enfants, mais en fait, ça s'adresse à tout le monde, les principes que je vais présenter. Et je vais vous inviter dès maintenant si vous avez du matériel créatif, des crayons de couleur, des pastels, du papier, des feutres ou des crayons de cire, ou même vous pouvez prendre les crayons de vos enfants, de gribouiller, de colorier, de dessiner et de prendre des notes de toutes les couleurs, mais pas forcément comme une liste. Là, vous pouvez vraiment y aller de façon un peu chaotique et pendant que vous m'écoutez. Parce que c'est connu que quand on gribouille pendant qu'on écoute une conférence ou pendant qu'on est au téléphone, le fait de bouger les mains, de gribouiller, même sans créer quelque chose en particulier, permet de mieux retenir l'information. Donc, pendant que vous m'écoutez, s'il y a des mots qui popent pour vous, qui sont des principes, vous pouvez les réagir avec vos mains, mais sans performance, sans essayer de faire quelque chose de beau, sans essayer de faire quelque chose qui a du sens. Mais je vous invite dès maintenant à bouger vos mains pendant que vous m'écoutez. Comme ça va être plus dynamique que simplement juste écouter, regarder l'écran et tout ça. Puis à la fin, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Peut-être que vous aurez des surprises. Donc, je vais partager mon PowerPoint et puis je vais vous présenter ma conférence qui s'appelle Le flow pour les clés pour une créativité authentique. Alors, donc, je vous invitais à gribouiller, illustrer visuellement, utiliser les couleurs dans tous les sens et ça permet de non seulement s'amuser, mais aussi faire bouger ses mains et ça fait des connexions avec le cerveau qui aident à la mémoire. Donc, je me présente, mon nom, j'ai dit déjà que je suis art thérapeute, puis je facilite aussi des ateliers créatifs depuis plusieurs années. Et depuis la pandémie, j'ai beaucoup développé des choses en ligne. Donc, j'ai des groupes et je les guide dans du processus créatif qui leur permet en fait de s'épanouir et de connecter plus profondément à eux-mêmes. Donc, c'est pour l'épanouissement, le développement de soi. Et je préconise vraiment une créativité authentique pour soi et vraiment pour les bienfaits personnels et l'empowerment plutôt que pour devenir artiste. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va au gym pour rester créatif et rester allumé, curieux, qui trouve des solutions aux problèmes et tout. L'idée, c'est pas vraiment de former des artistes professionnels, c'est vraiment plutôt que la créativité puisse imbiber tout le quotidien. Et donc, oui, c'est ça, je suis art thérapeute et j'ai aussi des clients en individuel que j'aide avec des problèmes plus profonds, plus de santé mentale. Donc, voilà, c'est ma présentation rapide. Je vais vous donner une petite définition de la créativité. C'est la capacité d'un individu à imaginer, construire et mettre en œuvre un nouveau concept et à découvrir une solution originale à un problème. Donc, on retrouve la créativité dans plein de domaines, donc les arts, évidemment, mais c'est aussi l'éducation, l'architecture, l'humour, le design, les mathématiques aussi, la mode,
Et récemment, pas récemment, mais les 30 dernières années, la créativité est rentrée dans les entreprises aussi parce qu'on voyait bien que à un moment donné, les institutions ne se renouvelaient pas. Donc, il fallait amener de la créativité, faire les choses différemment, se renouveler. Et ils appellent ça l'innovation. Quand c'est la créativité adaptée aux entreprises, ils appellent ça l'innovation. Voici ce que j'entends le plus souvent. Je ne suis pas créative. Quand je dis que je fais de l'art-thérapie et que les personnes dessinent ou peignent ou créent avec de l'argile ou bricolent dans mon bureau, on me dit oui, mais moi, je ne suis pas créative. Donc, je ne peux pas participer à telle chose. Et où on me dit, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas une artiste, je n'ai pas de talent, donc je ne peux pas participer à tes ateliers, je ne peux pas venir en art-thérapie. Comment est-ce que ça se fait que beaucoup d'adultes ont cette réaction? Ils se voient comme non créatifs. Comment ça se fait? En fait, quand on voit les enfants, quand on leur donne des crayons de couleur ou quelque chose, ils se jettent dessus, puis ils font une expérience physique et coloriée. Ils en mettent partout, tout ça. Ils n'ont pas encore cette notion-là que est-ce qu'ils sont créatifs ou non. Ils explorent vraiment tactilement, eux, c'est les textures, les couleurs, et ils essayent de jouer avec, mais ils n'ont pas vraiment cette notion, est-ce que je suis créative, est-ce que j'ai du talent, est-ce que je sais dessiner? Quand je dessine, est-ce que ça ressemble à quelque chose d'identifiable qui ferait de moi un être artistique ou un artiste? Pas du tout. Eux, ils sont dans l'expérience, dans l'intuition, ils ne se posent pas la question. Mais quand on est adulte, il s'est passé quelque chose entre le moment où on était un enfant qui expérimentait facilement avec les matériaux et quand on est rendu à un adulte qui dit « je ne suis pas créative, désolé, moi je fais des bonhommes allumettes, des choses comme ça ». Alors, comment ça se fait? Eh bien, je vais vous donner la référence de Ken Robinson, qui est un conférencier anglais, britannique, qui a fait un TED Talk, donc une conférence il y a plusieurs années, je pense que ça date de 2006. Ça s'appelle Do School Kills Creativity? Est-ce que l'école tue la créativité? Et en fait, il expliquait que l'école était conçue pour justement structurer la façon de fonctionner des enfants et que ça avait l'effet de saper leur créativité naturelle. Et il disait que c'était la compétence la plus importante pour l'avenir de cultiver chez les enfants parce qu'on est dans une période où il y aura besoin de beaucoup d'adaptation dans les prochaines décennies. Et les enfants d'aujourd'hui, quand ils sont adultes, s'ils n'ont pas cette souplesse créative de trouver des solutions avec les problèmes auxquels ils font face, que ce soit au niveau collectif, municipal, tout ça, ou écologique, bien sûr, industriel, technologique, s'ils n'ont pas développé leurs muscles, ils n'ont pas gardé leurs muscles créatifs à travers le temps, ça va poser un problème pour le futur parce que l'école, telle qu'elle est conçue et telle qu'il parle dans sa conférence, donc vous voyez en bas, Ken Robinson, du School Creativity, et vous avez une référence de son livre, un de ses livres qui est traduit en français, qui s'appelle Changer l'école. Donc, lui, il est vraiment l'avocat dans la pédagogie, c'est une des priorités de faire des programmes et des choses qui font que la créativité naturelle des enfants, de trouver des solutions, de faire avec le matériel qu'ils ont sous la main et tout, soit cultivée, encouragée, développée, et non pas au contraire plutôt formaté, plutôt découragé et tout. Et je veux juste rajouter que dans l'éducation des arts, le problème qui se pose beaucoup pour les enfants, c'est qu'à un moment donné, au début, ils sont très, très désinhibés, ils montrent leurs dessins à tout le monde, ils font des tâches et tout ça, il n'y en a pas de problème. Puis à un moment donné, ils commencent à voir que quand ils dessinent, ça ne ressemble pas à ce qu'ils voient. Donc, ils croient que l'art ou la créativité, le dessin doit ressembler au vrai. Et comme ça demande de développer certaines techniques pour y arriver, là, ils commencent à dire, je ne sais pas dessiner, donc j'arrête. Et là, parce qu'il commence à avoir l'idée du résultat et de l'évaluation du résultat. Et c'est là où les enfants commencent à être moins créatifs et à moins dessiner et à moins être dans cette expérimentation directe.
Donc, voilà, ça, c'est une bonne référence à regarder. Ensuite, vous avez le psychanalyste Donald Winnicott, qui est un pédiatre britannique des années 50-60, qui a beaucoup parlé de l'espace de jeu et l'espace transitionnel. Alors, lui, il recevait des enfants qui avaient des problèmes. Et les enfants n'avaient pas les mots pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il jouait avec eux et il leur donnait des crayons et il faisait un espace pour que l'enfant puisse vraiment jouer avec les crayons et tout, sans justement avoir de crainte d'être évalué ou qu'on lui dise c'est pas un beau dessin. Ça. Donc, il a beaucoup écrit là-dessus. Donc, Jeu et réalité, ça aussi, c'est un livre à lire. Et aussi, c'est établir une relation avec l'enfant à travers le jeu et la création. Et ce qui est très important, par exemple, quand on est un art thérapeute et qu'on travaille avec les enfants, la relation avec l'enfant est très importante. Et la création que l'enfant fait, qui est libre, le thérapeute est très curieux et pose des questions et tout. Donc, par exemple, quand on est un parent ou un adulte et qu'on voit un enfant créer, ce qui est bien, c'est de créer avec lui, de jouer avec lui et de poser des questions sur ce qu'il est en train de créer. Raconte-moi l'histoire de ça que tu as fait. C'est quoi? C'est qui? Il faut vraiment poser des questions et être curieux. Donc, Donald Winnicott, il a beaucoup apporté à la psychologie et à l'art-thérapie en développant ça. Et il faisait un squiggle game, c'est-à-dire il faisait un dessin, un gribouillis. L'enfant continuait à le gribouiller. Lui, en fait, il faisait un jeu à deux sur la page et on appelle ça le squiggle game. Et c'est comme ça qu'il établissait une relation avec l'enfant et que l'enfant se sentait de plus en plus à l'aise à s'exprimer et à parler. Donc, en fait, pour soutenir la créativité des enfants en tant qu'adultes, il y a le jeu qui est super important. L'enfant apprend beaucoup en jouant et il apprend en ayant cette espèce de cadre sécuritaire où il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de noter. J'entends quelqu'un. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Merci. La dernière chose, c'est que le processus créatif est beaucoup plus important que les résultats. Et ça, c'est quelque chose qu'en art-thérapie, on voit souvent. On est dans un monde qui évalue l'art selon le résultat. Donc, on compare toujours à ce qu'il y a dans les musées, etc. Donc, c'est pour ça que les gens disent « je ne suis pas créatif, je ne sais pas dessiner ». C'est parce que dans leur tête, ils se comparent aux grands artistes qui ont marqué l'histoire de l'art. Alors que là, quand on parle de créativité, on met l'emphase vraiment sur le fait que le processus qui se déroule devant nous n'est pas… c'est ça qui est le plus important. Le résultat, même si ça ressemble à une tâche mal foutue, c'est pas grave parce que ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui s'est passé pendant que l'enfant ou l'adulte faisait cette création. Donc, le processus nous apprend beaucoup de choses, en fait, aussi. Donc, ça, c'est vraiment des principes de gens qui parlaient de créativité pour vraiment aider l'épanouissement créatif des enfants. Maintenant, je vais parler un petit peu d'art-thérapie, qui est un métier de la santé. Donc, c'est une démarche d'accompagnement thérapeutique qui utilise les matériaux artistiques, le processus créatif, l'image et le dialogue, l'expression de soi et la conscience de soi pour permettre le changement de la personne qui consulte, et ce, en présence d'un ou une art-thérapeute dûment formée. Donc, c'est une profession de la santé où on reçoit vraiment des gens qui ont des difficultés, que ce soit des enfants, des adultes, des aînés. On travaille avec les vétérans, avec les adolescents, avec des gens qui ont eu le cancer, avec des personnes handicapées, autisme, vraiment avec une très, très, très large variété de clientèle. Mais au lieu de simplement parler, comme ce que font les thérapies verbales, les psychothérapies verbales, nous, on propose à la personne ou à l'enfant de créer. Et la création va établir un processus qui va devenir thérapeutique dans le cadre de ces séances-là. C'est pour ça que l'art-thérapie, je crois, elle a beaucoup à apporter au monde de la créativité et de l'éducation, parce qu'elle a une philosophie qui est très différente d'avoir un cours d'art où justement on apprend des maîtrises techniques, donc on veut devenir bon dans quelque chose, mais aussi on évalue le résultat, ce que nous, on ne fait pas en art-thérapie. C'est toujours un type de thérapie qui est basé sur le respect mutuel et la bienveillance. L'art-thérapeute n'a rien à enseigner à la personne qui vient. Et la création est une forme de communication et de changement.
Euh, et l'art thérapeute est là pour guider la personne et ça a comme bienfait sa santé mentale, physique et émotionnelle, mais aussi la personne a l'occasion de découvrir des nouvelles choses comme si vous avez jamais fait de l'argile ou de la sculpture à l'argile, vous pouvez aller en séance d'art-thérapie et explorer des nouvelles textures, nouvelles choses. Et donc, c'est vraiment un monde sans fin de découverte aussi et d'introspection en même temps. Donc, euh, ensuite, la personne ou l'enfant est l'expert de ses besoins et de ce qu'il veut accomplir durant la séance. Donc, moi, mon approche est vraiment non directive. Je ne dis pas à la personne quoi faire, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec quel matériel. C'est vraiment la créativité de la personne ou de l'enfant qui va décider, ah, aujourd'hui, j'ai envie de faire de la peinture avec les doigts ou aujourd'hui, j'ai envie de bricoler une maison avec du carton recyclé. C'est vraiment la personne qui décide. Encore une fois, je répète, le processus est plus important que le résultat. Alors, ensemble, on regarde comment ça s'est passé, la création, parce que des fois, en essayant de créer quelque chose, on ne réussit pas ce qu'on voulait faire. Donc, on trouve des solutions. Et c'est vraiment des séances où la personne découvre vraiment qu'elle est créative. Et donc, ça dément le fait, quand il disait au début, ben, je ne suis pas créative, je ne sais pas dessiner, je n'ai pas de talent. Il dit, ah, mais j'ai trouvé des solutions pour telle chose, j'avais des problèmes là, ça a marché mieux. Vous voyez? Donc, l'art-thérapie vraiment est propice au développement de la créativité, oui, pour chaque personne qui vient. Ça, c'est un de mes collègues qui s'appelle Jean-Marc Pialado. Il dit, il n'y a pas besoin de faire du beau pour se faire du bien. Donc, encore une fois, je reviens avec l'idée de l'art-thérapie qu'on ne cherche pas un résultat esthétique, on ne cherche pas à être un bon artiste, mais on crée à partir de notre authenticité, à partir de nos impulsions, à partir de notre intuition, sans forcément vouloir faire quelque chose de réussi, qu'on aime. Parce que des fois, on exprime des choses difficiles. Donc, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Peut-être que ça ne sera pas esthétiquement, je ne sais pas, réussi, mais ça va avoir un sens pour la personne. Donc, c'est là où l'art-thérapie est si proche de l'authenticité personnelle, si au service de l'expression authentique et naturelle des gens. Donc, l'art-thérapie est propice à la créativité parce qu'une image vaut 1000 mots. On peut s'exprimer bien plus, je veux dire, de manière bien plus éclatante avec une seule image, plutôt que de parler longtemps en détail. L'art-thérapie propose un espace sécurisant et non jugeant. Donc, encore une fois, l'idée de ne pas évaluer la création ou le résultat, mais d'être curieux, de poser des questions dessus, d'essayer de connaître qu'est-ce qui a créé cette image sans lui dire, bon, ben, on va lui donner Parce qu'en cours d'art, il y aurait probablement une note ou bien une évaluation qui ferait partie de ça. Le processus créatif, encore une fois, est plus important. On y prête plus attention que le résultat. Ensuite de ça aussi, quand on crée une image, on fait appel à une partie du cerveau qui est non verbale et non linéaire. Donc, ce n'est pas celle qui a un langage, le langage des mots, le langage rationnel, le langage... Et c'est pour ça que l'art-thérapie est souvent, on l'associe beaucoup plus aux enfants, parce que les enfants, leur cerveau verbal et rationnel n'est pas encore super développé. Et ils sont beaucoup plus dans les textures, beaucoup plus dans les couleurs et beaucoup plus dans les émotions et corporelles aussi. Donc, son expression corporelle est beaucoup plus... il n'arrive pas à dire encore avec des mots qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il ressent. Alors, l'art-thérapie fait une grande part à cette partie-là non linéaire, non verbale, qui est plus proche de l'intuition, de l'imagination et des images. Donc, des fois, quand on se connaît très, très bien, on sait tous les problèmes qu'on a, on se connaît bien, on se connaît d'une façon rationnelle. On peut l'expliquer, la communication, avec des mots. Mais quand on vient en art-thérapie, on a l'occasion de rentrer en contact avec l'autre partie non verbale, non linéaire, où là, elle va nous donner des messages autrement. Donc, des fois, c'est des sensations physiques. Des fois, on ferme les yeux et on a comme un peu des images des rêves qui nous viennent. Ce sont des images, des sensations, des émotions, des couleurs, mais ce n'est pas forcément des mots, pas forcément des phrases ou des concepts. Et ça vient élargir aussi
notre expérience créative. Parce que expliquer les choses, c'est une chose, les vivre et les créer de manière picturale, texture, couleur, c'est autre chose. Et ça vient vraiment enrichir, en fait, notre expérience créative. Encore une fois, je répète encore, je vais le répéter peut-être 30 fois, pas de performance. On n'est pas dans un espace de performance. On n'est pas dans un espace où on réussit quelque chose, où on rate quelque chose. Au contraire, on est dans le moment présent et on laisse belle place à la créativité pure qui est, on crée parce qu'on a envie de créer. Et c'est comme ça que les enfants nous montrent ça. Donc, le flow créatif, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Csikszentmihalyi Miaï. C'est un psychologue américain d'origine d'Europe de l'Est qui a beaucoup fait d'études sur les êtres très créatifs, les artistes. Et il a, de toutes ces études, il a tiré le concept de flow. Donc, il y a plusieurs livres comme ça que vous pouvez trouver certainement traduits en français. Le flow, c'est une expérience optimale de créativité. Donc, en fait, à un moment donné, quand quelqu'un crée et qu'il est complètement absorbé dedans, le temps se suspend. Donc, c'est un espace intérieur où on est absorbé dans notre création. Il y a même des gens qui oublient de manger ou de boire pendant 2-3 heures parce qu'ils sont tellement absorbés dans leur création que puis c'est là où il a été observé que c'est les gens qui sont les plus créatifs ou les concepts les plus nouveaux ou les œuvres les plus abouties se font. C'est parce qu'en fait, la personne tombe dans un espèce d'état altéré de conscience où ils se sont super créatifs. Le temps se suspend. Des fois, on dit, mais on dirait que ça fait 10 minutes que je crée, mais en fait, ça fait 2 heures, on n'a pas vu le temps passer. Et ce qui se passe aussi, c'est que notre mental se vide. On ne pense plus à rien. Et on est en action, en train de peindre ou écrire ou danser ou je ne sais pas quoi. Et notre mental, c'est comme s'il faisait un peu silence, là. Il était désactivé. Et il y avait une force créative qui nous happait et qui créait à travers nous, en fait. Donc, c'est ça le flow. Et le flow est associé ensuite, après, ces études scientifiques qui ont été faites sur la créativité. Csikszentmihalyi s'est rendu compte que les gens, ça contribuait à leur santé mentale. C'est-à-dire que les gens étaient plus heureux, plus épanouis, plus fiers d'eux-mêmes, plus non seulement ils étaient plus créatifs, mais ils étaient plus en santé, de bonne humeur, relaxés, en forme et tout. Donc ensuite, il y a eu beaucoup plus d'études qui ont prouvé que le flow créé souvent était bon pour la santé, en fait. La santé, l'estime de soi, la confiance en soi. Non seulement ça favorise la créativité, bien entendu, mais en plus, donc, c'est pour ça qu'en art-thérapie, on parle de flow. C'est parce qu'on cherche à ce que les gens se sentent mieux. S'ils nous arrivent dans un état, une humeur un peu dépressive, anxieuse ou quoi, le fait de créer, d'avoir régulièrement ces états de flow, il y a vraiment une relaxation qui se crée dans le corps et après, on est plus rafraîchi, disons. Quand on est très stressé, on pense à tous nos problèmes. À un moment donné, on crée, on rentre dans le flow, on oublie tous nos problèmes pendant ce moment-là et après, on est comme « Ah, je me sens renouvelée, rafraîchie, etc. » Et la caractéristique du flow, c'est que ça se déroule facilement. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de je force, je me bats et tout, c'est plus fluide. Donc, en fait, j'ai parlé du flow et je voulais, dans cette conférence, expliquer les clés qui font qu'on peut avoir une créativité authentique qui nous fait du bien. Et aussi, si on peut l'enseigner à nos enfants et créer avec eux et tout, c'est encore mieux. Donc, en fait, de cultiver ces clés-là permet d'avoir une créativité qui est vraiment, elle est dénuée de recherche de performance. Encore une fois, je répète, c'est vraiment plus l'idée d'être créatif parce qu'on aime ça. Donc, voici les clés, je vais les détailler un petit peu. La potentialité créative. Donc, la première chose, c'est de changer d'attitude.
envers les idées qu'on se fait de la créativité, c'est-à-dire d'enlever cette idée qu'on n'est pas créatif. Si vous êtes vivant, vous respirez, vous êtes un être humain, vous êtes créatif, vous avez cette force de vie à l'intérieur de vous. Et la créativité, on peut la voir non pas comme une compétence qu'on a apprise, mais comme quelque chose qui est une énergie vitale qu'on peut cultiver en ayant certaines habitudes, un petit peu comme aller c'est ça, se tenir en forme, on fait de l'exercice et tout ça. Mais de voir comme ça nous maintient allumés, ça nous maintient curieux, ça nous maintient euh, plein de projets, disons. C'est pour ça que les gens veulent être créatifs, parce qu'ils savent que c'est lié à un état intérieur, pas seulement au fait qu'on a produit telle ou telle chose qu'on peut montrer au monde extérieur, c'est plus comment on se sent. Donc, la potentialité créative, elle est aussi liée en psychologie à ce qu'on appelle l'actualisation de soi, c'est-à-dire de devenir un individu unique, épanoui, qui est en congruence, en alignement en fait avec ses valeurs et qui, face à tous les défis de la vie de tous les jours, de la vie moderne, trouve des solutions et se débrouille bien finalement. Le moi authentique aussi, donc en fait l'expression créative peut dire je veux être un artiste et ressembler à X, Y, Z, alors que la pratique d'une créativité comme ça, qui est plus de l'intérieur, permet d'exprimer notre vrai moi ou notre moi authentique au monde. Donc là, encore une fois, il y a une question de recherche de sens, d'être authentique avec ce qu'on fait, ce qu'on dit, notre travail, nos relations. Et la créativité vient aussi jouer un rôle dans l'expression de ce moi authentique. Ça permet de s'exprimer notre créativité dans le monde et d'être la personne que l'on est et qu'on était supposé être, pas ressembler à XY, mais être vraiment notre propre version, la meilleure version de soi. Il faut aussi savoir que le développement de la personne, comme les enfants, il y a plusieurs étapes et de pas, encore une fois, coller l'espèce d'étiquette de tu dois réussir ça pour pouvoir avoir le droit de dire que tu es un artiste ou avoir le droit de dire que tu es créatif. Il y a plusieurs étapes, puis tout à l'heure, je vais parler des cycles créatifs où il y a plusieurs étapes. Puis quand on les connaît, on peut dire, là, c'est le moment où je vais relaxer. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas créative parce que là, je ne crée pas en ce moment. Donc, une des piliers d'avoir une créativité authentique, c'est vraiment de créer des conditions propices. Donc, créer un espace protégé. Un espace protégé, ça veut dire un espace protégé de distractions extérieures, mais aussi surtout des jugements, de l'évaluation. Ton dessin, il est beau, ton dessin, il n'est pas beau. D'avoir toujours des gens qui viennent donner leur avis, parce que quand on entend des avis, ça peut nous bloquer après. On n'a plus envie de créer quand on montre quelque chose, puis on a un commentaire qui n'est pas bien aligné ou qui n'est pas sensible à tout ce que je suis en train d'expliquer sur la créativité. Il peut y avoir vraiment un blocage qui se fait. Donc, il faut vraiment créer un espace dédié à la créativité. Donc, quand on est en train de faire ses devoirs ou on est en train de travailler, c'est pas le même où il y a de l'évaluation. Bien sûr, on est évalué notre travail, on doit faire notre travail, on a des... c'est pas la même chose que quand on a un espace dédié à la créativité où là, on enlève le jugement et on invite la bienveillance, on invite l'indulgence, une estime de soi en disant, je me donne des expériences, je le fais, je ne sais pas peindre, je vais essayer. Mais d'enlever le critique intérieur, parce que lui, il bloque beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas créer juste à cause de ça. Mais si on enlève le jugement, on dit, j'ai la permission de créer comme un enfant, sans jugement, protégé, la créativité va se montrer, elle va dire, j'ai de la place pour ça. La liberté de jouer, de s'exprimer et de faire du bordel aussi. On a le droit. Fait que dans cet espace protégé, on se donne la permission d'explorer, de faire des patouilles, de se salir les doigts, etc. et de se donner cette permission-là. Des fois, comme un adulte, là, on a peur de faire ça. On veut que ça soit propre, on veut que ça soit bien rangé et tout, mais ça, c'est pour ce temps-là qu'on crée pour la créativité, il est important de se donner le droit
de jouer et d'être comme un enfant. Établir les limites protectrices, c'est avoir un espace physique dédié à ça. Fait que si vous avez une pièce ou un petit coin bureau juste pour ça, pour avoir un endroit pour créer régulièrement, c'est pas tout le monde qui a un espace d'atelier, mais si vous pouvez, faites-le, avoir une pièce juste pour ça. Et, ou un bureau, ou une caisse. Ensuite, c'est le temps, de se donner un temps, une fois par semaine, dédié à ça. Et ensuite, vous ferez le ménage, ensuite, vous irez travailler, ensuite, vous répondrez au téléphone. Mais vraiment, établir des limites protectrices autour de la créativité, c'est vraiment l'espace, le temps qu'on met, et puis aussi, évidemment, un engagement à le faire régulièrement. Ça permet de lui donner des conditions pour que la créativité s'épanouisse. Et ensuite, c'est important de distinguer quand est-ce que c'est le bon moment pour montrer ce qu'on a créé aux autres. Donc, comme j'ai dit, des fois, en art-thérapie, la personne qui crée, normalement, c'est resté confidentiel. C'est pas posté, publié partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un processus thérapeutique et la confidentialité permet à la personne d'aller explorer des choses très intimes sans que ce soit interféré par des opinions extérieures, la famille, les affaires, les relations de l'extérieur. Donc, il y a vraiment un cocon comme ça. C'est un petit peu la même chose si vous décidez de créer régulièrement et vous donnez cet espace-là d'explorer. Des fois, ce qu'on crée n'est pas prêt à recevoir un commentaire d'une personne qui ne comprend pas votre démarche ou qui ne comprend pas cette philosophie et qui est encore avec cette idée de on va évaluer la création en disant c'est beau, c'est pas beau, c'est réussi, c'est pas réussi. Donc, il faut vraiment distinguer à qui on le montre, donc trouver des alliés et peut-être pas le montrer à des personnes qui ne comprennent pas notre démarche. Ça, c'est important parce que c'est ça aussi, des fois, quelqu'un nous fait un commentaire une fois, puis après, on ne veut plus créer du tout parce que ça nous a découragés, ça nous a fait nous juger nous-mêmes. Ensuite, les cycles créatifs. Alors, pour moi, un cycle créatif suit les saisons. Il y a vraiment plusieurs étapes. Et quand on les connaît, on peut plus comprendre pourquoi de temps en temps, on n'a pas envie de créer ou de temps en temps, on laisse ouvert à l'intuition, puis de temps en temps, on essaye de aussi, des fois, par exemple, si je prends le processus d'écriture, des fois, on écrit beaucoup, 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 puis à un moment donné, il y a un temps où on va élaguer, on va raffiner, on va réécrire notre écriture. Ce sont des étapes différentes. Et il ne faut pas élaguer puis raffiner en premier. Il faut laisser aller, ouvrir les vannes de beaucoup d'imagination, beaucoup de choses, plein, un peu chaotiques, un peu… parce qu'il y a des choses à laisser sur la page. Puis ensuite, il faut comprendre qu'il y a des étapes. Donc, moi, j'aime bien utiliser les saisons. Je trouve que ça fait du sens. Donc, débuter, c'est le printemps. Quand on a une idée, vraiment, je vois ça là. Donc là, on se lance dedans. On a beaucoup d'énergie. Comme les fleurs qui poussent, il y a beaucoup d'énergie vitale qui vient en nous. L'été aussi, c'est comme si on fait grandir un peu notre création. On y met beaucoup d'énergie. Il y a cette, disons, cette énergie de croissance qui est là. Ensuite, justement, compléter ou raffiner, c'est là, vous commencez à enlever des choses, vous commencez à prendre du recul, réfléchir à peut-être ça, c'est pas nécessaire. Là, vous avez une création où vous commencez un petit peu à mettre votre mental là-dedans qui organise un peu plus. Alors que le début, créer, débuter, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'abondance. On y va et tout parce qu'on a beaucoup d'énergie. Quand on est avec l'étape de compléter ou raffiner, on a un peu plus à choisir, à élaguer. C'est une étape qui est importante aussi. Puis ensuite, une des choses que les gens ne comprennent pas, ils croient qu'on est créatif tout le temps. Et là encore, je dis, c'est une déformation de notre société de performance qui croit que les gens devraient être créatifs tout le temps. C'est l'hiver, donc en hiver, comme la nature, en fait, on incube. C'est-à-dire, en apparence, on ne crée pas grand-chose, on se repose, mais en fait, en profondeur, il y a des choses qui sont en train d'incuber pour le printemps prochain, finalement. Donc ça, c'est une chose que je veux faire souvent comprendre aux gens,
C'est que des fois, ils disent, ouais, j'étais très créative, ça marchait bien, maintenant je m'ennuie, ça marche plus. Et puis là, ils recommencent à se critiquer. Ils commencent à se juger, à dire, je suis pas bon, je suis pas créatif, c'est pas pour moi, je suis pas un artiste, tout ça. Alors qu'en fait, c'est une période simplement de repos, de jachère. Et c'est un moment pour s'inspirer d'autres choses, aller dans les musées. Et c'est un moment où pas se blâmer, mais dire, ben là, c'est un moment de repos. Et des fois, quand on regarde qu'est-ce qu'on a fait avant, on voit qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup donné. C'est simplement que là, c'est rendu une étape de repos. Donc, je vous invite vraiment à observer ça un peu, les différentes étapes de création dans votre vie et de profiter. Quand c'est un moment de printemps-été, là, faites beaucoup. Puis quand c'est un moment d'incubation, donnez-vous du repos. Il y a un temps pour le travail ou la création, puis un temps de repos qui est nécessaire. Pour créer avec le flow, alors j'ai déjà expliqué les bénéfices. Les gens ont plus de confiance en eux, ils sont plus relaxés, il y a moins de stress, ils sont moins dans leur tête. Le flow, la métaphore de la rivière, c'est vraiment d'imaginer que la créativité, c'est une rivière qui coule et de laisser les choses fluides. C'est-à-dire que quand ça bloque, c'est un peu de la résistance, d'aller là où ça bouge le plus. Fait que, par exemple, une anecdote, quand quelqu'un est dans un de mes cours et dit « je suis bloqué, là, je ne sais plus quoi choisir », j'ai dit de fermer les yeux, puis de prendre un crayon, puis de vraiment y aller de façon hasardeuse et intuitive sans y penser, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se remette à couler, en fait. Donc, c'est quand il y a quelque chose qui bloque, c'est de ne pas essayer de s'acharner sur quelque chose en disant que ça marche, mais de changer complètement, mais d'aller là où il y a de la fluidité. Et quand on est un peu comme un enfant, en fait, la fluidité, les enfants le font vraiment facilement. Ils se jettent dans l'expérience, puis quelque chose qui ne marche pas, ils laissent tomber, ils passent à d'autres choses assez vite. Donc, ils ne s'acharnent pas sur une chose. Il y a une des... accueillir l'inconnu et ne pas savoir, c'est pour ça que les gens bloquent devant la créativité. C'est parce que le mental dit, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je veux que ça soit réussi, et qui n'est pas à l'aise avec ce qui est l'inconnu. Alors que quand on commence à créer, généralement, on ne sait pas ça va être quoi le résultat. Et c'est de tolérer l'inconnu, accueillir le fait de ne pas savoir et de ne pas contrôler, donc lâcher le contrôle un peu, qui ouvre le flot, qui ouvre le robinet du flot, que ça coule mieux. C'est d'avoir une espèce d'ouverture à l'inconnu, en fait. Ça, c'est une des qualités de beaucoup de gens qui sont créatifs dans la vie ou en art, c'est de dire, je vais essayer quelque chose, on verra où ça me mène, puis j'apprécie cet inconnu-là, plutôt que de dire, oui, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est le mental qui s'inquiète et qui bloque un peu le courant créatif. Donc, encore une fois, j'avais parlé du chaos et du désordre. Comme les enfants, en fait, la créativité, des fois, il faut passer par une phase de chaos, de désordre et de surabondance pour qu'à un moment donné, ça se place tout seul puis ça prenne une sorte d'ordre. Mais si on ne se donne jamais la permission de salir un peu les doigts, de faire un peu de bordel, d'essayer des trucs qui ne marchent pas, on ne pourra pas arriver à l'autre étape où ça va prendre une espèce de forme qui va être naturellement harmonieuse ou on va dire, ah, ça fait du sens, ça, je ne croyais pas. Et en tant qu'adulte, des fois, on n'a pas envie de chaos et de désordre, mais pendant notre créativité, on peut se donner la permission de le faire de façon sécuritaire. Il n'y a rien qui va arriver. Vous avez juste à protéger les surfaces. Là, si vous faites de la peinture, de toute façon, si vous avez des enfants, vous le faites probablement pour ne pas avoir moins de ménage après. Mais tolérer le chaos et le désordre durant l'espace de créativité. Et je l'ai déjà dit, donc, sortir du mental et oser aller vers l'inconnu. Et ça permet d'activer le flow. Et bien sûr, inspirez-vous des enfants, parce qu'eux, ils l'ont assez naturel. Ils savent jouer, ils mettent du chaos, même sans y penser. Mais pour les adultes, ça permet d'élargir nos muscles créatifs, en fait.
Ensuite, ben, pour rester musclé de façon créative, c'est bon d'avoir une pratique créative régulière. Ça nous permet d'en faire un mode de vie et de ne pas faire de temps en temps, une fois, un atelier créatif qui fait qu'on se sent bien, mais que 6 mois plus tard, on le fait plus. Puis là, on revient à cette idée qu'on n'est pas créatif, qu'on n'a pas de talent en art, etc. On peut aussi s'inspirer en fréquentant évidemment les lieux de culture. Il ne faut pas que ça nous intimide en nous disant « moi, je ne suis pas artiste », mais la musique, la danse, les musées, tout ce qui est créatif, la bibliothèque, d'aller regarder des livres d'art, ça nous donne des idées. Et ensuite, quand on arrive dans notre pièce où on crée ou notre petit bureau, ça vient nous nourrir. Donc, évidemment, pratiquer en premier, le faire nous-mêmes, ne pas seulement être un consommateur de culture et d'art, mais aussi continuer à se garder inspiré et au courant et des choses qu'on aime en allant consommer de l'art et de la culture. Quand on fait une pratique régulière de créativité, ça crée des chemins neuronaux dans le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, on devient musclé créativement et ça devient encore plus facile d'être créatif. Quand on ne le fait pas souvent, c'est plus difficile de mettre en marche. Quand on le fait souvent, après, ça devient vraiment naturel. Et ensuite, ce qui est fantastique avec la créativité, c'est qu'elle se transforme de notre pratique à l'atelier, à la maison, dans la vie. Et à un moment donné, on commence à penser naturellement, créativement, dans tous les domaines de notre vie, la décoration, au travail, je vais faire une recette de cuisine avec les restes. Donc, on devient créatif avec absolument tout sur lequel on vit dans notre vie. Et après, c'est plus quelque chose qu'on fait qui est visible à l'extérieur de nous, c'est ce qu'on devient nous. Nous sommes créatifs et pas juste à l'atelier ni dans la... Ça devient vraiment une manière de vivre. Une chose très importante que j'ai, c'est d'avoir, de casser le mythe de l'artiste solitaire et incompris. Donc, une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ont peur d'assumer qu'ils veulent devenir des artistes, c'est qu'ils croient qu'ils vont finir pauvres dans un hôpital psychiatrique, solitaire, incompris, ça va être trop dur, ça va être un combat de tous les jours et tout. Il y a une espèce de mythe comme ça de Van Gogh qui circule. Et évidemment qu'après, tu te dis, oh, être créatif, en fait, c'est dangereux. Si je m'en vais dans cette voie-là, je parle pour moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup dans ma tête, j'étais très sérieuse et tout, puis j'avais l'impression que la créativité, elle allait me faire vivre une vie de débauche. Mais je sais, c'est ridicule un peu, mais il y a encore des vieux mythes comme ça qui circulent. Et c'est aussi la question d'être seul avec notre art, seul avec notre expression, on est incompris par les autres et tout. Donc, je vous dirais que ça, c'est pas vrai. Il y a vraiment moyen d'être créatif et de s'entourer avec des gens qui comprennent ça, cette importance-là. Donc, j'encourage pour que vous ayez un jardin créatif dans votre vie, votre atelier, et tout ça qui soit fertile. Il est important d'avoir un entourage qui est un bon engrais, un miroir positif, qui est encourageant, qui est curieux, qui s'intéresse à vous et qui justement ne donne pas des jugements négatifs. D'avoir des pairs aussi, des gens avec qui on partage en toute confiance. C'est pour ça que les femmes en particulier qui aiment faire de l'artisanat, du tricot, de la couture, qui aiment créer avec leurs mains de façon artisanale et non pas artistique parce qu'on sépare les choses, souvent le font avec un groupe. Donc, je connaissais des femmes qui faisaient des tricots, ils faisaient des mitaines, puis ils tricotaient en groupe, et ils faisaient des mitaines pour les clochards et les itinérants. Et le fait de créer en groupe, ça les nourrissait. Non seulement ils créaient quelque chose, mais le fait de créer avec d'autres personnes comme elles, les maintenait dans cet espace créatif où c'est dynamique, c'est encourageant. Donc, vous voyez, c'est très, très différent de Van Gogh, là. On est créatif, mais quand on est accompagné avec d'autres personnes comme nous,
qui nous encourage et qu'on encourage, on se donne des idées, des fois on fait des choses ensemble, la créativité se déploie plus, elle se multiplie, il y a une abondance, il n'y a pas de solitude ou d'incompris, il y a le fait d'être ensemble. Une communauté créative permet de multiplier donc les idées, de faire aussi des projets ensemble. Donc, par exemple, le sommet de l'éducation, il y a des gens qui vont s'inspirer les uns des autres de projets et faire des choses. Mais ça, c'est une créativité qui vient se butiner les uns avec les autres puis faire des choses ensemble. Donc, ne croyez pas donc que développer votre créativité soit lié au fait d'être tout seul dans votre atelier qui ne parler à personne. C'est pas vrai. Il y a d'autres personnes avec qui vous pouvez partager. Vous pouvez trouver des clubs, aller dans un cours de dessin, réunir avec des amis le dimanche pour faire des dessins de la peinture ou avec les enfants. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent être organisées très facilement avec peu de matériel. Et ça donne beaucoup, ça nourrit beaucoup. Voilà, c'était ça va vite, hein? C'était mon PowerPoint. Donc, c'est flowcreatif.com, mon site. Et puis, vous pouvez vous inscrire. J'ai des vidéos gratuites qui s'appelle le Flow Bijou, mais je vais vous en parler après ça, d'accord? Je vais arrêter de partager et je vais ouvrir un peu un temps pour les questions. Si vous avez des questions pour moi. Merci Alice déjà. C'était très riche. Hein. Avec plaisir. C'est passionnant pour moi. Hein, donc, ça se voit. Est-ce que j'imagine que c'est dans le chat les questions? Bah oui, alors et c'est possible aussi de prendre la parole. Hein. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, on ne verra pas les visages à la fin, sauf à Alice. Donc, vous pouvez ouvrir les micros, les caméras, il n'y a aucun souci. Pas de questions. Je me souviens que le flow, c'est assez vaste. On peut ressentir l'état de flow non seulement voilà, dans un processus créatif, mais aussi, par exemple, comme tu disais, si on écrit, ou même si on fait la cuisine, ou même si on fait un tableau Excel en compta, mais si on est en fait plongé dans le processus et que c'est... Je me souviens qu'un des critères, c'était que ce soit... suffisamment un challenge pour être intéressant, mais qu'on ait les compétences, qu'on se sente compétent et un peu challengé en même temps. Ouais. Ben, c'est une zone aussi où on pousse un peu aussi. Là, je vais donner une vue personnelle là-dessus. C'est qu'on parle beaucoup de flow dans les entreprises aujourd'hui en disant atteignez l'état de flow, comme ça vous allez être performant dans l'entreprise. Ah oui. Et là, ça rentre en contradiction avec les valeurs de l'art-thérapie où on ne veut pas y aller dans la performance parce que on va perdre ça crée des attentes, en fait. Alors que quand on a une ouverture dans l'expérience, puis pas vraiment d'attente sur le résultat, il y a des choses qui vont nous surprendre et qui vont ouvrir. Oui. C'est vrai que... Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, effectivement, c'est d'insister sur le fait que c'est le processus et non le résultat. Et c'est quand même une manière de voir qui, comme tu dis, qui va à l'encontre de tout, enfin, du monde dans lequel on baigne en général, quoi. On cherche avant tout le résultat, l'action, que ça doit être fait vite, vite. Et là, on cherche vraiment juste le processus. Et du coup, là, nos enfants, comme tu dis, sont nos meilleurs professeurs. Donc ça, c'est génial dans cette idée de coéducation. Les enfants, là, deviennent nos enseignants. On peut s'inspirer d'eux et se mettre à côté d'eux. Et puis... Finalement, c'est pas... Ouais, c'est un super moment à partager avec les enfants. Ouais. Ben, je conseille aux parents de prendre des moments justement de création et d'avoir une grande feuille sur la table et de faire des dessins l'un qui répond l'un à l'autre, comme ça. Vous pouvez même faire ça en famille si vous voulez. Vous mettez une musique et vous dessinez, puis l'enfant dessine, puis après vous dessinez, vous continuez le dessin. Et là, il y a vraiment un espèce de lien qui se fait, pictural. Il y a une relation qui se crée, mais elle n'est pas ce que habituellement les parents et les enfants font ou comment ils se communiquent entre eux.
Fait qu'il y a comme quelque chose qui se place. C'est très amusant. Euh, vous pouvez faire ça aussi de temps en temps. Je ne sais pas si c'est des activités à faire parents, enfants ou famille aussi. Oui, tout à fait. Puis les enfants, quand ils voient leurs parents dessiner des bonhommes allumettes, là, ils sont comme ah, OK, toi, tu sais pas bien dessiner, mais c'est drôle. Parce que c'est jouer. L'adulte peut jouer aussi. Des fois, ils ne savent pas que les adultes peuvent jouer. Donc, je vois des questions. Alors, la danse-thérapie, je ne sais pas vraiment en France parce que moi, je suis au Québec. Alors, les écoles en France, je ne suis pas très bonne pour ça. Mais je peux répondre sur ma formation. J'ai étudié au Québec, donc en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. Pour devenir art-thérapeute, il faut faire un master, donc une maîtrise universitaire. Donc, j'ai étudié à Concordia, qui est à Montréal, une université anglophone. Et eux, ils ont une maîtrise en art-thérapie. Donc, art-thérapie, pour moi, c'est le dessin, la peinture, le collage, des choses comme ça. Puis, il y a aussi une maîtrise en danse-thérapie, une maîtrise en musicothérapie, une maîtrise en dramathérapie. Donc là, c'est des spécialités. Donc, ceux qui sont en danse-thérapie, ils utilisent le mouvement, la danse pour aider les gens. Ça, c'est pas ma spécialité. Moi, c'est vraiment beaucoup plus les arts visuels, les arts plastiques. Voilà. J'aurais une question à te poser. Merci beaucoup, hein, c'était super passionnant, vraiment passionnant. J'ai une question par rapport au non-jugement. Tu disais tout à l'heure, quand les enfants voient les parents qui font leurs petits bonshommes à lunettes, du coup, ils disent « Ah, tu sais pas dessiner » et on rigole ensemble et tout. Mais quand on est avec un groupe avec que des adultes, comment est-ce que tu gères ça, cette idée? Parce qu'en même temps, il y a parfois une envie de partager. Il y en a parfois un qui est vraiment très satisfait de son œuvre, en fait. Donc, il a sa confiance en lui qui est boostée, mais au moment où il la partage, ben, il y en a un autre qui, lui, par contre, ça le descend instantanément. Et comment est-ce que tu… Ben justement, moi, je demande aux gens, quand ils font le partage, d'écouter la personne qui partage sur son processus, sur sa création. La personne n'est pas obligée de montrer qu'est-ce qu'elle a fait. C'est vraiment respecter. Si je ne sais pas le moment de montrer ce que j'ai créé, je ne le fais pas. Et je demande d'éviter les commentaires sur le dessin ou la création de la personne, c'est-à-dire de ne pas projeter son opinion, mais de plus dire ben, je ressens ça quand je vois ça et d'être curieuse, c'est de poser des questions. Parle-moi de ce personnage qu'il y a là. Parle-moi de la couleur. Comment ça s'est passé ton processus? D'être plus comme ça et d'être vraiment en écoute et un accueil de non-jugement. Et ça permet à majorité des participants des groupes de grandir en confiance en eux. Et ils n'aiment pas toujours ce qu'ils ont fait, parce que des fois, il y a des choses un peu bizarres, un peu comme les rêves. Là, des fois, on fait des rêves un peu ben, des fois, ils font des créations comme ça. Donc, et là, ils sont comme, je ne suis pas sûre, mais au moins, il y a un accueil de ça. Et là, après, ça peut faire un… Donc, moi, je demande, comment est-ce que je dis? Je donne un petit peu de règles sur comment on partage par rapport au… Et il y a des art-thérapeutes, eux, ils interdisent carrément tout commentaire sur les images des autres, carrément. Tu n'as pas le droit de rien dire sur le dessin de l'autre. OK. Merci beaucoup. Et moi, je pensais que Joël, ta question, c'était aussi sur la comparaison, sur le fait que même celui qui ne va pas partager va regarder le dessin de l'autre et se dire, oh là là, celui-là, il dessine super bien, ou c'est super beau, et moi, c'est nul. Et enfin, tu as un peu répondu, mais c'est vrai que faut arriver à sortir de cette comparaison et justement de vouloir un résultat. Et, parce que le processus, on ne peut pas le comparer finalement, donc c'est ça l'avantage. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent. Des gens qui disent oh, ce que tu as fait, c'est tellement beau, et moi, c'est nul. Ben, encore une fois, je crois que c'est les conséquences de la société. Dès qu'on voit un dessin, on pense au cours de dessin, à l'école. École égale noter, égale évaluation. On va au musée,
au musée, il y a même des critiques qui écrivent dans les magazines pour évaluer si cette œuvre est recevable ou digne d'intérêt, ou bien est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou c'est une croûte, tu sais, genre. Il y a toujours le jugement, le jugement, le jugement. Et les gens se bloquent à cause eux-mêmes tout le temps comme ça, même si les autres personnes en disant, mais ce que tu as fait, j'aime, ou moi, je trouve pas que c'est… Même ça, les gens se… Donc, c'est pour ça que je leur dis tout le temps, enlevez, faites ça comme critique. Puis ça va toujours être là quand même, mais à un moment donné, si ça grandit le plaisir de créer, ça va peut-être grandir un peu plus chez le critique qui va encore parler, dire des trucs, mais ça ne va pas empêcher d'être en action. Moi, c'est ça que je cherche. C'est pas que le critique disparaisse complètement. C'est plus de dire, au moins que ça n'empêche pas le mouvement du flow, que ça n'empêche pas le plaisir de créer, juste pour le plaisir de créer. Il n'y a pas besoin d'autre raison, en fait. Alors, je ne sais pas si tu veux compléter sur les enfants, une personne qui dit que bien souvent les enfants recherchent des commentaires, dire que c'est beau, etc. Comment faire pour ne pas décevoir et reconnaître la création, reconnaître alors la création de l'enfant? Ben, je recommande de poser des questions. Parle-moi de ton dessin. Lui, là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est papa ou c'est un monstre. J'ai dessiné le Iron Man, ou, je sais pas, Disney, là. C'est quoi son nom? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi de tata? Est-ce que c'est toi ou des fois, tu fais pas. En fait, il faut poser des questions. Au lieu de faire justement, ah, c'est beau, mais c'est juste que quand ma sœur, elle avait gardé plusieurs dessins, mais à un moment donné, elle avait 3 enfants, elle ne pouvait pas tapisser l'entièreté parce qu'il faisait 10 dessins par jour. Je ne sais pas si tu peux tous les garder, même s'ils sont, c'est chouette. Donc, en fait, c'est vraiment passer un moment de faire parler l'enfant et de lui dire, est-ce que tu peux lui donner un titre? Euh, Par exemple, tu sais. Mais bien sûr, quand on aime nos enfants, on veut qu'ils soient encouragés, on va dire c'est beau, bravo, bravo, t'as bien réussi, c'est beau. OK, il n'y a pas de problème à dire ça. Mais en même temps, poser des questions, ça permet que l'enfant va encore plus se sentir vu et écouté parce qu'il peut raconter son histoire. Puis des fois, on dit, ah ben, t'as fait un dessin, est-ce qu'il y a une suite par rapport à l'autre avant? Des fois, être comme curieux, poser des questions. Moi, ça, c'est un peu plus comme ça que je dirais. Parce qu'en même temps, beau, pas beau, laid, réussi, raté, c'est très binaire. L'art est beaucoup plus subtil, beaucoup plus vaste, il y a beaucoup plus de variations que simplement ces deux choses-là. Puis toujours être dans le positif, tout le temps c'est beau, bravo, bravo. Peut-être que l'enfant, à un moment donné, il va être un peu… C'est comme la réponse générique de papa-maman. Je ne sais pas si peut-être à un moment donné, il va être… Est-ce qu'on peut, par exemple, dire ce que ça nous fait, dire, oh, voilà, moi, ces couleurs-là, ça me fait ci, ou j'aime bien ce bleu, ça me donne plein d'énergie, ou ça me fait penser à quelque chose, ou c'est déjà… Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, ça me fait penser à telle chose. Parce que là, l'enfant commence à voir que la création a un impact sur les autres aussi. Mais il ne faut pas qu'il commence à créer des dessins juste pour dire que maman dit, ah, c'est beau, je le fais pour. À un moment donné, ça serait bien de dire, est-ce que c'est le fun de créer des choses parce que tu aimes ça, toi, ça. Tu sais, s'il aime tel film ou tel personnage, qu'il le fasse le plus possible avec, pas juste pour plaire aux parents aussi, parce qu'encore une fois, ça revient à la société, on commence à dire aux enfants, tu vas avoir de l'attention, on va te dire que c'est beau, on va te dire que tu es un artiste si tu fais ce type d'art-là. Et est-ce que c'est de la créativité authentique, ça, ou bien c'est juste plaire ou être éduqué à plaire au monde extérieur, aux professeurs, aux autres? Puis encore une fois, c'est bon d'être un artiste, un graphiste, quelqu'un qui a des talents. Là, s'il n'y a pas aucun mal avec ça, c'est simplement que aussi, est-ce que tu aimes? Oui, c'est sûr.
Excusez-moi, bonjour à tout le monde. Par rapport à la question que Vieux Temps a posée, par rapport au fait que l'enfant nous demande est-ce que tu m'aimes, quand il demande est-ce que tu trouves mon dessin joli, je sais qu'une fois, mes enfants, donc on faisait du dessin ensemble et donc ils me demandent comment tu trouves, maman? Et évidemment, moi je dis ouais, j'adore, j'aime beaucoup ce que tu as fait, ou je dis l'élément qui m'a plu. Et les deux, ils me regardent, ils font non, mais on va arrêter de te demander parce que de toute façon, tu nous aimes trop, alors tu aimes trop ce qu'on fait. Ils se sentaient pas. Voilà, je voulais témoigner un peu voilà, de cette. D'accord. Ils nous demandent pour être rassurés. De l'autre, ils sentent bien que je vous dirais toujours un peu la même chose et on sent qu'il y a un âge, ils ont besoin d'aller voir autre chose ou d'expérimenter un avis peut-être différent. Peut-être, oui, c'est vrai que les parents sont pas très objectifs au point de vue, je sais pas moi, histoire de l'art ou quelque chose comme ça, sans doute. C'est pour ça que c'est bon de poser des questions. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que tu es satisfait de comment ça s'est passé le processus? Est-ce que tu aurais voulu faire autre chose, tu sais? Ah, il y a quelqu'un qui a mis un lien sur les formations. Bravo, merci beaucoup. Je suis pas très. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que je vous souhaite vraiment de gribouiller avec vos enfants et de vous donner cet espace-là et de voir vraiment la créativité comme c'est pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose que tous les êtres humains ont. Je propose que, Et pardon, oui. si vous avez l'élan de mettre chacun une idée avec laquelle vous repartez, que Alice a partagé, quelque chose, vous dites, ah ouais, ça, je vais vraiment essayer de le garder en tête là, dans les jours qui viennent et peut-être le mettre en action, quelque chose qui vous a surpris. Si vous voulez le mettre dans le chat, ce serait intéressant, non, Alice? Oui, s'il vous plaît, bien sûr. Oui, et j'ai une petite question. Toi, tu es formée aussi au journal créatif? Non, pas du tout. Non? Ah, d'accord. Non, mais je connais très bien Anne-Marie Jobin et Émilie Hauck, qui est une art thérapeute de France, qui est formée aussi au journal créatif. J'en connais beaucoup. Le journal créatif, c'est une art thérapeute qui a créé cette méthode. Donc, c'est vraiment comme un journal intime, mais visuel, donc avec du collage, des dessins. Et, ah oui, les cycles des saisons, merci, oui. Et il y a une formation qu'elle donne, elle a une école, donc les gens peuvent se former en quelques mois. Donc, et ensuite animer des ateliers d'expression. Mais dans le journal créatif, il y a ça exactement, il y a le non-jugement. On n'essaye pas de réussir un beau dessin. On fait quelque chose très personnel à sa façon. Le processus créatif est un cycle de saison. Le lieu, oui, le terrain. Une rivière qui coule. Alors, je vois une question de Virginia. Je voulais savoir comment encourager mon enfant qui n'a pas confiance en elle. Si elle fait un dessin qui ne lui plaît pas, elle va le détruire et pleurer. Ouh, beaucoup d'émotions là. Elle va le détruire. Ouh. Mais oui, alors il y a des émotions très fortes là, je ne sais pas trop. Quand un enfant, il pleure, il veut détruire son dessin tellement qu'il ne l'aime pas. Fait qu'il faudrait lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il croit, comment il décrirait que c'est pas réussi, que c'est laid et qu'il l'aime pas. Donc vraiment le faire parler. Et je ne crois pas qu'il faille l'empêcher de détruire le dessin si vraiment elle veut pas, mais peut-être de lui proposer de créer un dessin, de décrire qu'est-ce qui ne va pas dans le dessin qui est pas bon ou quelque chose qu'elle n'aime pas, puis de faire un dessin de choses qu'elle préfère. Donc, de lui proposer de recréer d'autres dessins qui est en remplacement ou qui est un peu mieux. Et de voir un peu comment, à quel endroit, peut-être c'est pas le dessin, peut-être que si elle essayait autre chose que le dessin aussi, parce que les dessins, c'est quand j'ai déjà dit, les enfants, quand ils commencent à se rendre compte que leur bonhomme allumette, là, tout tordu, ressemble pas du tout au visage des gens, et qu'ils croient que dessiner, c'est dessiner quelque chose qui est ressemblant à la réalité, ben, ils commencent à arrêter de dessiner, commence à dire je ne sais pas dessiner, c'est laid, et parce que c'est difficile de réussir
un dessin proportionné qui ressemble vraiment, quand on commence à dessiner des pommes et des oranges sur la table, là, faire des natures mortes au début, on fait des trucs tout tordus, c'est normal. Ça prend plusieurs heures de pratique pour commencer à faire quelque chose qui ressemble. Donc, il faut comme peut-être lui expliquer ça. Si elle aime vraiment pas ce qu'elle fait, c'est peut-être parce qu'elle commence à se rendre compte de ça. Et de vraiment démocratiser en disant, il y a plein d'autres arts où les gens ont fait des visages tordus, puis ça ressemble pas à la réalité, comme Picasso, tout ça, ça veut pas dire que c'est pas bien. Il y a ça aussi que peut-être, faudrait peut-être enlever cette idée que c'est pas réussi parce que ça ressemble pas soit à ce qu'elle voulait au début, les attentes de départ sont déçues, soit de comparer à la réalité en disant, ben là, j'ai fait un bonhomme, il ne ressemble pas aux artistes que j'ai vus ou à la réalité. Peut-être c'est ça. Oui, merci pour les partages. J'espère que ça aide. Il faut quitter. Un cadre protégé. Merci, merci, merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ma conférence. Ça fait vraiment plaisir. Bon. Oui. Ah, j'ai oublié. Ben justement, je voulais parler du Flow Bugeaud en dernier. Donc, je vais vous inviter sur un petit moment. Je vais mettre le site web dans le chat. Je le remettrai aussi à côté du replay pour les personnes. Parfait, ici. Alors, donc, le Flow Bugeaud, c'est un espèce d'agenda créatif, un carnet que je prépare chaque année, enfin, entre Noël et le jour de l'an, pour documenter mon année. Donc, voici le mien de 2021. Donc, c'est un simple journal que je prépare et je mets les mois et les semaines à l'avance. Et ce que ça fait ensuite, c'est que je le remplis avec mes souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine et tout. Et ça fait 6 ans que je fais ça et ça me permet de créer régulièrement toute l'année sans me casser la tête. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais vous donner un exemple. Juillet, j'avais mis, vous voyez ici, vous voyez les lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, je sais que c'est en juillet, le 5 juillet, et je colle des choses comme ça. Là, j'étais avec des amis, donc ça me donne un prétexte pour créer et documenter en fait ma semaine. On peut mettre des photos, on peut mettre des étiquettes, on peut mettre la météo, vous pouvez mettre vos émotions, vous pouvez mettre des photos avec vos amis, votre famille. Vous pouvez, là, vous avez le mois, donc je fais aussi des pages avec le mois, c'est le mois d'août. Puis là, j'ai mis des petits carrés. Fait que ça se prépare à l'avance avant le début de l'année. Puis, j'ai fait des vidéos tutoriels depuis plusieurs années, donc j'ai le lien que j'ai mis. Vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement et vous allez voir toute la démarche pour le créer. Si ça vous enthousiasme, vous avez envie d'essayer ça cette année, vous pouvez même faire ça avec vos enfants aussi. Les jeunes filles adorent ça, selon mes informations. Et ce qu'il y a, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de réussir quoi que ce soit. Encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans, là. Vous gribouillez, vous collez des étiquettes, bien du scrapbooking dedans, et c'est bon, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste, vous écrivez ça, c'est vraiment facile. Et ça fait vraiment des carnets que moi, j'aime beaucoup feuilleter les années suivantes, parce que là, ça me rappelle ce que j'avais fait. Ça me rappelle qu'à telle époque, j'étais à tel endroit où je ne me sentais pas très bien. Des fois, je mets un peu mes émotions. Et c'est... Vous voyez, moi je ne suis pas minimaliste, je colle plein de choses, j'écris avec des feutres, je choisis des images un peu, j'ai des petits mots des magazines que j'ai collectionnés. Des fois, je gribouille, vraiment. Donc, c'est une invitation, c'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire et rentrer dans la plateforme, puis il y a toutes les vidéos gratuites dedans et voilà, c'est un cadeau pour moi que je vous offre. Et ça permet j'ai appelé ça le Flow Bugeaud. Puisque le bullet journal, on appelle ça Bugeaud, et que ça, le Bugeaud, c'est beaucoup plus pour être productif. Puis au début, j'avais appelé ça anti-Bugeaud, puis j'ai rebaptisé ça Flow, Flow Bugeaud. Et puis voilà, donc c'est pour terminer. J'ai une petite question, Merci beaucoup. Quand tu as dit les jeunes filles aiment ça,
Et on en remarque quand même que les filles vont plus facilement, finalement, enfin en tout cas, restent dans ces activités souvent de dessin, de créativité plastique. Et est-ce que toi, tu vois quelque chose qui peut faire que les garçons, du coup les hommes, puissent rester connectés à ça aussi et peut-être, ou est-ce que c'est un peu une fatalité que, tu sais, dans les Ça n'attire pas vraiment tant que ça les garçons ou les hommes. Les raisons, je ne sais pas exactement, je n'ai pas vraiment investigué là-dessus, mais j'ai remarqué que les garçons et les hommes, ils aiment, tu sais, le bois, Oui. donc les activités créatives, de construire quelque chose avec leurs mains ou quelque chose qui implique la technologie, comme prendre des photos ou faire des vidéos, ça va plus les intéresser comme activité créative. Donc, si vous voulez faire des activités créatives avec des jeunes garçons ou des adolescents ou intéresser des jeunes hommes, peut-être utiliser, c'est plus ça. Moi, je connaissais quelqu'un, il adorait le bois. Puis je me disais, ben, si je devais faire un atelier d'art-thérapie avec des hommes, ben, on irait dans un atelier d'ébénisterie. Puis on essaierait d'avoir des projets du bois, parce que là, il y a quelque chose de plus action, qui est plus manuel, qui va plus les intéresser. Mais faire du collage, pas trop, non. Il voit pas trop l'intérêt en général, mais il y a des exceptions. Encore une fois, on ne va pas mettre les gens dans les catégories trop genrées. Si quelqu'un veut participer à mes ateliers, puis c'est un homme, il peut venir, il n'y a pas de problème. C'est juste peut-être qu'il va trouver ça un peu trop intuitif et tout ça. Voilà. D'accord. Bon. Des pistes. Super, ben merci. Merci beaucoup à toutes. Merci pour les beaux commentaires. Merci Suivez beaucoup. votre intuition, laissez couler, etc. Merci Alice et merci à tous. Bon après-midi. Et puis on te retrouve alors pour le Flow Bougeot sur ton site. Bonne journée.